La menace terroriste faible en Guyane, mais le niveau de vigilance relevé comme partout en France. Les précautions de Bernard Cazeneuve seront bien appliquées et les réservistes seront appelés en cas de besoin. Vous entendrez les précisions du directeur du cabinet du préfet. Nous ferons le point ce soir sur les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Elles se dérouleront en novembre prochain. Une candidature émerge déjà, celle de Jean-Luc Davidas, qui sera notre invité ce soir. Et puis il y aura un peu d'émotion avec le départ du lieutenant Malagan, chef du bureau de la sécurité civile. Il quitte la Guyane à partir du 1er août prochain. Nous étions à son pot de départ à la préfecture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, le ministère de l'Intérieur a augmenté le niveau de vigilance partout en France. La Guyane n'est pas épargnée. Le préfet a reçu les directives de Bernard Cazeneuve qui visent à mobiliser les réservistes de la police et de la gendarmerie en cas de besoin, même si la menace terroriste reste très basse dans notre région. Les manifestations sportives ou culturelles bénéficieront d'une attention particulière. En fait le point avec le directeur du cabinet du préfet, Laurent Lenoble. Les grandes manifestations sont là quand même. On a le Tour de Guyane cet été, avec quelques autres petites manifestations. Mais on a quand même une présence forte des forces de l'ordre sur le département. Je rappelle que la Guyane, c'est côté gendarmerie notamment, les compagnies classiques, mais avec 6 escadrons de gendarmerie qui sont présents toute l'année en Guyane, plus la police nationale, plus la PAF, plus les douanes, plus les militaires. Donc aujourd'hui, il faut raison garder et le message que l'on souhaite délivrer, c'est que la menace en Guyane n'est pas plus forte qu'avant les attentats qui ont eu lieu récemment et que nous continuerons à garder un niveau de vigilance très fort et nous adapterons nos mesures en fonction des événements qui pourront avoir lieu. Les moyens supplémentaires sont simples, c'est faire appel aux réservistes. Les réservistes, on en a peu du côté de la police nationale et on en a beaucoup plus du côté de la gendarmerie. On a à peu près 150 réservistes du côté de la gendarmerie nationale. Autre sujet sensible du moment, l'évacuation du Mont Baduel. Hier, une rencontre avec les habitants était organisée avec la mairie de Cayenne et les services de l'État. Le recensement des personnes à reloger est toujours en cours et la préfecture présentera ses solutions de remplacement mercredi prochain. Ce même jour, les habitants sont conviés à une réunion d'information à l'école Vendôme à partir de 17h30. Ouvrant une page économie maintenant à l'approche des élections pour la Chambre de commerce et d'industrie entre le 20 octobre et le 2 novembre prochain. Les entrepreneurs guyanais devront choisir leurs représentants consulaires. Un président sera également désigné. Richard Gabriel, l'actuel président, s'est déjà déclaré. Et la campagne est donc bien ouverte depuis hier avec une nouvelle candidature qui émerge, celle de Jean-Luc Davidas, qui est notre invité ce soir. Je le rejoins tout de suite. Bonsoir Jean-Luc Davidas. Bonsoir, M. Dabré. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le président actuel Richard Gabriel a annoncé sa candidature au début de l'année 2016 et vous l'avez faite hier. Pourquoi hier? Alors, non, je n'ai pas fait de déclaration de candidature hier. Le président Gattaz a profité de son séjour en Guyane pour annoncer que le MEDEF Guyane, au même titre que les MEDEF nationaux, seront acteurs des élections consulaires cette année. D'accord. Le président Gattaz, dans la logique de la continuité de notre action en Guyane avec le MEDEF, et Guyane économique d'ailleurs, on a décidé d'aller à ces élections cette année. Donc c'était une candidature? C'était une candidature préparée. Non, c'était préparé. Elle est quand même préparée depuis un moment. Nous ne sommes pas levés un matin en se disant on va être candidat à la Chambre de commerce. Ça fait un petit moment qu'on y travaille. Ça fait un petit moment que les décisions sont prises. On attendait le lancement officiel de la campagne pour pouvoir véritablement se déclarer. Et là, la venue de Pierre Gattaz en juillet a fait que les événements se sont un petit peu... Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ma question par oui ou par non? Est-ce que vous représenterez le MEDEF aux prochaines élections pour la présidence de la Chambre de commerce? Oui, je vais mener une liste de ressortissants d'entrepreneurs guyanais aux élections de la Chambre de commerce avec le soutien du MEDEF Guyane et du MEDEF France, mais aussi d'autres syndicats professionnels qui nous ont
qui se sont ralliés à notre cause. Voilà l'ambiguïté levée. Alors justement, quels sont vos soutiens, le MEDEF et vous disiez d'autres syndicats? Alors nous avons l'UGTR qui par nature a fait beaucoup d'actions avec le MEDEF, nous avons le CNPA, nous avons l'Union des commerçants de l'Ouest guyanais et bien sûr nous sommes en pourparlers avec d'autres syndicats patronaux afin que nous puissions faire une liste qui rallie les forces économiques de Guyane. Alors quelle est votre vision de la Chambre de commerce et d'industrie? On le sait, l'année dernière, elle a eu une mutation avec l'application de la réforme. Comment vous voyez l'avenir? Le gros incident qui s'est produit dans la vie de notre chambre de commerce, c'est avant tout la perte du port de Dégradé-Cannes. Mais aujourd'hui, c'est la vision consulaire. Je pense qu'il faut... nous avons des élus consulaires qui sont élus depuis de nombreuses années, qui ont un mandat. Et j'ai un rêve. J'aurais voulu voir une chambre de commerce revivre. Je voudrais que cette chambre de commerce puisse retrouver sa place dans le monde socio-économique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut ramener un sang neuf, il faut ramener une nouvelle vision, il faut ramener une nouvelle énergie. Vous appelez au renouvellement. Vous êtes conseiller consulaire depuis combien de temps vous-même? Alors moi, j'ai été élu en 2010 avec une équipe de jeunes, puisqu'à l'époque, l'ancienne équipe voulait rajeunir déjà, cette volonté de rajeunir la chambre. La chambre de commerce, on a été élu avec une douzaine de jeunes consulaires. Et cette année, je voudrais vraiment qu'on fasse une équipe avec beaucoup plus de jeunes consulaires. La chambre de commerce, c'est comme une entreprise. Qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas l'expérience consulaire, la chambre de commerce est une entreprise. Donc dès qu'on a su gérer une entreprise, on peut gérer une chambre de commerce. Alors, dans un contexte de réduction budgétaire, on voit l'État et les grandes manœuvres du ministère de l'économie pour un petit peu réduire les marges de manœuvre, les budgets des chambres de commerce. Comment vous pensez pouvoir sortir de cela? Quelles sont les propositions que vous faites? Encore une fois, au sein de nos entreprises, nous connaissons la crise. Nous connaissons une baisse de chiffre d'affaires, nous connaissons des difficultés financières. Nous avons aussi des problèmes de trésorerie. Au sein de la chambre de commerce, c'est la même chose. Lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on a une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de productivité, on cherche des nouvelles sources de revenus. Alors, quelles pourraient être ces nouvelles sources, en sachant effectivement que vous avez eu la perte du port? Monsieur Dabreus, vous me demandez d'ores et déjà de vous donner des éléments de mon futur programme. Vous êtes déjà candidat. Mais vous inquiétez pas que je vais vous présenter tout ça très bientôt. Mais c'est certain que nous avons d'ores et déjà prévu. La chambre de commerce a des missions régaliennes, mais a aussi des missions qui ne sont pas exploitées en Guyane. Nous avons fait des salons, nous avons organisé plein de choses à une certaine époque, et pourquoi ne pas recommencer? Mais ensuite, nous allons pouvoir vous développer ça très bientôt. Alors, l'actuel président, c'est Richard Gabriel. Vous avez été élu sur la même liste. Pourquoi ne pas soutenir sa candidature? Alors, j'avais appelé M. Richard Gabriel au mois de janvier pour lui demander quelle était son intention. Il m'avait répondu à cette époque qu'il n'y retournerait pas. J'ai pris la décision d'y aller. Enfin, j'ai pris la décision de mesurer les forces en présence pour pouvoir savoir si on pouvait y aller. Entre-temps, M. Gabriel a annoncé sa candidature. Il ne m'a pas invité. Donc voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Davidas d'avoir accepté cette invitation et on retient bien que vous êtes candidat et que vous représenterez le MEDEF pour ces prochaines élections. Et pas que le MEDEF. Et pas que le MEDEF, on l'a compris. Merci beaucoup. Ce mécontentement, mais d'abord, économie toujours avec cette annonce faite justement par le MEDEF Guyane qui veut accompagner et former les jeunes à l'entrepreneuriat, un dispositif qui existe déjà dans l'Hexagone et qui sera proposé chez nous dès la rentrée prochaine. Je vous propose d'écouter Stéphane Lambert, le président du MEDEF, au micro de Kerwin Alcide. C'est que nous avons des jeunes en Guyane qui veulent travailler, qui veulent créer de l'entreprise et on va dupliquer la même chose qui s'est fait dans les banlieues pour permettre, c'est le mouvement des déterminés, pour les accompagner, les former pour qu'ils puissent créer l'entreprise. On a plein de jeunes talents en Guyane qu'on ne connaît pas forcément, mais si on les aide, on va pouvoir créer quelques entreprises. Et ces jeunes-là, eux, sont dans Uber et compagnie. Nous, les anciens, on est peut-être avec nos vieux taille-crayons. Et ces jeunes-là vont
nous surprendre. Mais pour ça, il faut les aider. C'est en partenariat avec le MEDEF national, effectivement, qui a monté des modules qui sont expérimentés, qui s'étendent progressivement. Ça ne devait pas arriver en Outre-mer tout de suite, mais quand on a fait le lien entre les besoins de nos jeunes, les talents que nous avons et les déterminer, on s'est dit, mais il faut le faire. Et donc là, j'ai demandé à Pierre Gattaz de dire, aide-nous à faire ça pour qu'on puisse, que nos jeunes aient un support, une aide. Et si on sort 15-20 jeunes à droite et à gauche, le plus souvent possible, autant que faire se peut, et on va peut-être créer des entreprises, et puis demain, peut-être à de grands entrepreneurs par le nombre de salariés, peut-être, et peut-être des choses qui vont... Moi, je reste persuadé que les jeunes vont nous surprendre en Guyane. L'idée, c'est à partir du mois de septembre de lancer cette démarche-là. Ensuite, le temps de mettre en place, c'est un petit peu lourd quand même, et puis on sait que le temps, ça dure toujours. Il faudrait que ce soit opérationnel, on va dire, pour le mois de décembre, enfin voilà, avant si possible, mais soyons raisonnables. Ce mécontentement maintenant des gérants d'auto-école, comme chaque année pendant les grandes vacances, ils demandent plus d'inspecteurs pour l'examen du permis de conduire. La Guyane a bien bénéficié d'un recrutement supplémentaire, mais selon Wesley Jérôme, représentant de l'Union des indépendants de la conduite, cela reste insuffisant. On l'écoute au micro d'Ayo Deligerma. Nous avions acté il y a quelques années le fait d'avoir des renforts sur la période de grandes vacances, mais force est de constater qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas appeler ce qui a été acté un renfort, puisque la personne qui vient durant la période de grandes vacances ne sert qu'à remplacer un inspecteur qui part en congé. Mais avec l'activité engendrée lors de la période de grandes vacances, entre les élèves qui ont eu leur bac, qui doivent partir faire leurs études, et ceux qui reviennent en Guyane passer le permis, parce que tout le monde sait qu'en Guyane le permis est moins cher qu'en métropole, rien que ce surplus d'activité-là, il est clair que l'inspecteur qui vient durant la période de vacances n'est pas suffisant. Bon, officiellement, ils sont 6 inspecteurs, que je ne dise pas de bêtises, officiellement, ils sont 6. Sauf que le problème, c'est qu'officieusement, il y en a un qui fait office de délégué, donc qui n'a pas un planning de travail comme un inspecteur lambda, un qui fait office d'adjoint du délégué, donc qui a quand même une partie administrative également à faire. Et nous avons un inspecteur qui a un statut DEAL, c'est-à-dire qui a 50% de son temps de travail en tant qu'inspecteur et 50% en tant que rattaché DEAL. Donc du coup, lorsqu'on fait le calcul, en fait, on a 3 inspecteurs et demi sur le terrain réellement. Et ce qui serait intéressant et ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, on arrive à avoir au moins 5 inspecteurs réellement sur le terrain pour pouvoir honorer toutes nos demandes. La qualité de l'eau globalement insuffisante pour la baignade sur les plages de Cayenne, c'est la conclusion d'une étude lancée par l'ARS. Seul le site de Bourda et Jurgé est bon pour la baignade. En revanche, les plages de Rémière-Montjoly et de Kourou s'en sortent mieux. Qu'en pensent les vacanciers? Voyez ce reportage d'Ayo Deligerma. Un moment de détente pour ces baigneurs de la plage du Chemin Ider à Cayenne. Et pourtant, il est déconseillé de se baigner dans ces eaux. Sur le site internet du ministère de la Santé, plusieurs plages de Cayenne sont classées rouges en raison d'une qualité d'eau insuffisante. Une pollution qui serait causée par la mauvaise gestion des eaux usées. Sur Cayenne, on a des rejets donc, sur les plages, de stations peut-être qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Et donc on retrouve des entérocoques et des bactéries Escherichia coli qui sont signes d'une pollution fécale. Écoutez, j'allais prendre une douche tout de suite alors. Mais non, ça me dérange pas plus que ça parce que quand on se baigne, j'ai pas l'impression qu'elle est de mauvaise qualité. Je pense que quelque chose devrait être fait, surtout pour les enfants qui se baignent dans cette eau à proximité d'une agglomération. C'est un effort qu'on doit poursuivre quotidiennement. L'agence de santé effectue 2 fois par mois une analyse des eaux de baignade du littoral et sur les 4 dernières années, les plages de Cayenne sont les plus polluées. Au fur et à mesure des analyses qui sont faites mensuellement ou tous les 15 jours, on peut dire non, là elle n'est pas bonne ou elle est bonne. Et donc si sur la base de ces données on dit qu'elle n'est pas bonne, on va prévenir la mairie, éventuellement ils ferment le temps que ça redevient bon. Les collectivités doivent effectuer régulièrement des études d'impact de sorte à établir des profils de baignade. Mais à l'heure actuelle, seules quelques communes ont entamé la démarche. Sinamari, Aurora, Awalaya-Limapo. Et concrètement, elles n'ont pas abouti sur les profils. Et toutes les autres communes n'ont pas de profil de baignade. Donc on
on n'est pas dans une bonne légalité, on va dire. Il est possible de prendre connaissance de la qualité de l'eau avant de prendre le chemin de la plage. Les baigneurs peuvent s'informer en consultant le site baignade.santé.gouv.fr. Aux Antilles, ce sont les algues de sargasse qui inquiètent les plagistes. Elles sont de retour notamment en Martinique, comme l'année dernière. La saison touristique risque d'être impactée. Voyez ce reportage d'ATV Martinique. Des images que beaucoup de lycéens gardent en mémoire. En 2014, les sargasses avaient envahi le bord de mer, pénalisant fortement l'activité de la commune. Pour le moment, Sainte-Luce est épargnée, mais les commerçants restent prudents. Les communes voisines subissent déjà les affres des algues. On constate que les nappes de sargasses, il y en a encore plus. Ce qu'on craint, c'est que ça arrive sur nos plages. D'ailleurs, à Sainte-Luce, on est encore un petit peu privilégié, mais peut-être que ça va pas tarder à mon avis. On redoute l'arrivée des sargasses parce que ça chasse nos clients. Mais je pense qu'il faut s'organiser. Mais tous ne se plaignent pas de la présence régulière des sargasses. Tant qu'elles restent au large, ce n'est pas un problème pour certains pêcheurs. Lorsqu'on est par au DCP, la sargasse nous emmène de la dorade, des carangues, du thon, des marlins aussi. Ça arrive lorsqu'on rencontre des grosses quantités de sargasses. Des fois, il y a du gros thon, du marlin dedans. Donc ça nous aide aussi. Parce que donc finalement, il y a aussi un avantage. Exactement, il y a un avantage. Il y a un inconvénient, mais un avantage aussi. Mais surtout avantage, parce que ça nous ramène du poisson. Une invasion redoutée par les commerçants et les pêcheurs, mais aussi par les touristes. Ces visiteurs qui découvrent pour la première fois la Martinique étaient inquiets avant de poser leurs valises. Nous, on regardait justement, on voulait venir en Martinique avant, on regardait s'il n'y avait pas un souci avec ces algues. Et on avait entendu parler que ça sentait énormément. Donc ça nous gênait, ça nous embêtait de venir en vacances et de tomber sur ces algues. Ouais. On s'en est un petit peu inquiété avant d'arriver, mais on n'est en tout cas pas du tout déçus d'être en Martinique. Et en tout cas, ce n'est pas les algues qui vont nous décourager. Pour l'instant, les sargasses restent au large et ne menacent pas le bord de mer. À Sainte-Luce, la vie suit son cours. Et si on ne peut plus se baigner à cause de la pollution de l'eau ou des algues, il ne reste plus qu'à profiter de la plage avec un bon livre. C'est l'option prise par quelques Guadeloupéens avec l'opération Lire à la plage. Vous voyez ce reportage d'ATV Guadeloupe. Assises sur une plage à l'ombre d'un arbre, Marie-Claude et sa fille Anna se sont adonnées à une de leurs passions, la lecture. Bienvenue à toi qui viens de naître. Je viens de naître? Interroge Azim. Où donc est ma maman? Yes, miaou. Lire à la plage, une opportunité qui leur a été offerte par la ville de Sainte-Anne. Je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui lisent. C'est plutôt la télé. Et sinon, il n'y a pas beaucoup de parents qui lisent pour leurs enfants. On leur propose des séances de lecture à haute voix individuelles ou en groupe. Nous avons mis à leur disposition également des bacs à livres sur le sable, donc, où les parents peuvent venir avec leurs enfants lire livres. Soit lire pour ceux qui ne savent pas lire, maman lit pour sa fille ou son fils. Et ceux qui savent lire, ils ont la possibilité de choisir ce qu'on leur propose. Des choix divers et variés pour tout type d'âge. Une action qui a attiré l'attention de Jean-Pascal. Aujourd'hui, il y a des activités sur la plage et j'aurais jamais pensé à déplacer la bibliothèque. Moi, j'aurais jamais pensé. Et c'est vraiment instructif. Les enfants, ils peuvent lire sur la plage et c'est vraiment bien. Alors pour garder l'attention de ces jeunes lecteurs, l'organisation a misé sur l'originalité. Nous avons réalisé un jeu de loi géant qui se joue sur le sable. Nous avons un jardin de contes chuchotés. C'est le petit jardin de contes chuchotés que nous avons construit spécialement pour nos lecteurs aujourd'hui. Qui consiste à tendre l'oreille dans un tube. Et on entend une histoire de l'autre côté. Il y a une animatrice qui lit un livre, qui lit une histoire à un enfant. Autant d'activités qui ont ravi les participants. Elle a tout fait. On a la plage, on a déjà pris le goûter, elle a joué, elle a écouté l'histoire chuchotée, elle a fait le zoo.
Par contre, on a lu les livres, elle était trop petite pour le jeu de loi. Une matinée d'échange et de partage qui s'est voulue innovante. C'est une action qui vise à donner le goût du livre aux enfants, parce que ça c'est le but premier, hein, et sortir la bibliothèque de ses murs, aller vers le lecteur. C'est ça le but de partir en livre, c'est sortir, parce que les enfants viennent pendant toute l'année avec leur classe, ils viennent à l'école, pendant toute l'année ils viennent à la bibliothèque, donc ils sortent, nous on sort et là on va vers eux. Une deuxième édition qui aura été un véritable succès, le nombre de participants ayant triplé. Retour chez nous avec ce petit clin d'œil au lieutenant Jean-Paul Malagan. Après 4 ans de service comme chef du bureau de la sécurité civile, il laisse sa place au lieutenant-colonel Polanyi à compter du 1er août prochain. À l'occasion de son pot de départ à la préfecture, le lieutenant Malagan nous a fait part de ses souvenirs et d'une partie de son bilan à la tête de la sécurité civile en Guyane. Écoutez. Le mot premier qui me vient à l'idée, c'est l'idée qu'il faut encore en Guyane faire de gros progrès. On a une grosse marge de manœuvre dans la prise de conscience de ces risques naturels. C'est en train, très clairement. Baduel en est un exemple prégnant actuellement. C'est quelque chose qui est en train de pénétrer les esprits, effectivement, que l'érosion du littoral, les mouvements de terrain, les aléas météorologiques, les inondations sont des événements, des phénomènes qui vont de plus en plus toucher notre population ici en Guyane. Ce qui me restera, c'est d'abord la richesse humaine de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans absolument tous les domaines. Que ce soit les élus, que ce soit les directeurs de service, mes collaborateurs ici, les citoyens que nous avons tous servis avec le plus de volonté, le plus d'enthousiasme possible. Vraiment, c'est le point majeur que je retiendrai, c'est les gens que j'y ai rencontrés et tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Le lieutenant Malagan, donc, qui sera remplacé par le lieutenant-colonel Polanyi, un Corse, donc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des grands titres. Les directives de Bernard Cazeneuve seront bien appliquées en Guyane. Les réservistes de la gendarmerie et de la police seront mobilisés en cas d'attaque de terroristes. Les manifestations seront un peu plus surveillées, même si le risque reste très faible dans d'autres départements. Jean-Luc Davidas est bien candidat au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il nous l'a confirmé ce soir. Il a également livré son projet, sa vision et ses soutiens. Jean-Luc Davidas, donc candidat pour le MEDEF. Et puis, nous avons vu à l'instant le lieutenant Malagan qui quitte la Guyane à partir du 1er août. Il était dans notre département depuis 4 ans à la tête du bureau de la sécurité civile. Il nous a fait part de ses souvenirs et de son bilan à la tête de ce service stratégique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV. On se retrouve demain. Bonne soirée sur ATV.